Prête pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Mirella Gage-Durand. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la vice-présidente de l'Association française de gestion financière et la directrice générale de Groupama Asset Management. On va commencer par présenter l'AFG, Association française de gestion financière, et puis ce que sont on passe de gestion d'actifs, leur rôle dans l'économie. C'est surtout de ça dont on va parler ensemble. Très bien. L'AFG, c'est comme le nom le dit, c'est l'association professionnelle des sociétés de gestion d'actifs. Et notre rôle dans l'économie, c'est d'agir avec les professionnels que nous sommes, être le maillon de liaison entre les épargnants privés ou investisseurs institutionnels et les marchés financiers, parce que nous investissons leur épargne dans le but de leur donner un rendement sur le long terme pour leurs projets, qu'ils soient des projets personnels ou pour les projets de l'entreprise. L'épargne privée institutionnelle, on a trouvé ce chiffre en préparant l'émission, c'est 50 000 milliards d'euros d'épargne financière en Europe. On voit un levier qui est quand même vertigineux. Est-ce qu'il faut le flécher autrement, mieux le flécher d'une certaine façon, cet argent? Oui. Si on rentre un peu dans les chiffres, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est la zone qui a le plus d'épargne et c'est un vrai trésor. Je ne vais pas dire trésor de guerre, mais c'est un vrai trésor. Ce 18% de taux d'épargne, il faut le comparer par exemple aux 8% aux États-Unis. Vous voyez bien l'attitude d'épargnants, de citoyens européens. Par contre, effectivement, cette épargne aujourd'hui, elle est fléchée peut-être pas de la façon la plus optimale, à la fois pour l'investisseur et pour l'écosystème économique que nous sommes en Europe. Parce que beaucoup de cette épargne, elle est placée sur des produits à très court terme, on va dire très sécuritaires, type les livrets, mais qui... Si vous avez besoin de l'argent dans 3 mois, c'est tout à fait logique, mais quand vous épargnez pour votre retraite, ce n'est pas optimum ni pour vous ni pour l'économie de garder l'argent placé sur un produit très court terme. Et donc, c'est là où nous avons notre rôle à jouer, de créer les dispositifs et de mener la culture financière, parce que ça, c'est un accompagnement hyper important pour flécher cette épargne. Donc, donner cette culture financière aux citoyens européens pour investir, de sorte à ce qu'on flèche l'épargne plus vers l'écosystème productif de l'Europe. Oui, effectivement. Et on peut dire que le pacte vert, le Green Deal, même si ses objectifs sont un peu revus à la baisse, si on veut atteindre ces objectifs, il y a besoin de flécher autrement cette épargne, c'est ça? Absolument, absolument. Et c'est une des clés du succès. Et il faut s'estimer heureux. Nous avons cette épargne chez nous. C'est vrai. Comme vous dites, c'est un trésor. Oui, c'est un trésor. Il faut faire tout ce qu'on peut pour l'amener à être investi plutôt dans les fonds propres des entreprises, même si c'est des actifs, on va dire, avec plus de volatilité dans le temps, mais si vous avez le temps, c'est important, et plus vers l'économie européenne que vers les économies des autres zones. Et donc là, il y a énormément de choses à faire. On fait déjà des choses, mais il y a la place pour faire mieux. Alors, je vais donner quelques chiffres sur Groupama Asset Management. 268 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2025, 109 milliards d'euros d'encours engagés dans ce premier semestre, 272 collaborateurs, c'est à date. Et d'une manière générale, puisque vous êtes là aussi pour représenter l'Association française de gestion d'actifs, il y a cette notion d'une vision de l'investisseur qui se met au service de l'intérêt général. Quand on est dans un contexte qui est celui de l'urgence climatique, et d'un certain nombre de freins internationaux qui sont liés soit au contexte géopolitique, soit au résultat des élections aux États-Unis et en Europe. Comment vous portez cette responsabilité de l'investisseur dans un monde confronté à cette urgence? C'est très important, effectivement, de mentionner le fait que l'argent ne nous appartient pas. Nous sommes l'expert qui aidons l'investisseur, privé ou institutionnel, pour investir cet argent de la meilleure façon. Et très sincèrement, aujourd'hui, ce n'est pas très difficile. Quand on discute à la fois avec des clients privés ou des clients plus avertis institutionnels, d'expliquer que si vous investissez à long terme,
Une entreprise qui ne se préoccupe pas de son existence dans 10 ans compte tenu du changement climatique, c'est une entreprise qui ne performera pas bien, ni à court terme, et qui sera peut-être même plus là à long terme. On a connu ça sur d'autres dimensions, par exemple les dimensions technologiques. On va parler des appareils photo. On a tous eu dans notre vie l'appareil photo avec la pellicule, et aujourd'hui, plus personne n'a cet appareil-là. C'est une disruption technologique qui a fait disparaître une entreprise. Donc aujourd'hui, l'environnement climatique, il faut le regarder comme ça. C'est un grand changement qui est là, on ne peut pas l'enlever, et donc les entreprises doivent se préparer à ça. Et notre rôle, c'est d'aiguiller l'épargne vers les entreprises qui se préparent le mieux. Ouais. On était dans cette émission avec la dirigeante du label ISR il y a quelques minutes, Michel Papalardo, et qui nous disait que dans le nouveau référentiel, il y a de l'exclusion, notamment autour des énergies fossiles. Est-ce qu'il faut exclure, alors si on dit ça, ça veut dire des très grandes entreprises, ou est-ce qu'il faut au contraire les accompagner? Comment vous vous situez par rapport à ça? Alors, nous, du côté des professionnels de l'investissement, et je parle au nom, non pas de moi-même, mais de la profession globale, on est plutôt pour l'accompagnement. Notre société a été bâtie depuis des décennies sur une société carbonisée. Hein. On est dépendant des énergies fossiles et il faut en sortir. Donc, il faut accompagner. C'est pour ça que pour nous, le plus important, c'est de travailler avec les entreprises qui sont très volontaires et il faut ceux-là les soutenir. C'est pour ça qu'il faut leur amener les capitaux nécessaires à cette transition. Et puis celles qui sont plus réticentes, faire cette éducation pédagogique. Et effectivement, l'exclusion, c'est un moyen, mais ce n'est pas forcément le moyen le plus efficace parce que malgré tout, il faut que tout le monde s'inscrive dans cette Donc transition. l'important, c'est la trajectoire en quelque sorte, c'est ça? Mais est-ce que parfois c'est trop tard? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous disiez, une entreprise qui n'intègre pas cette dimension, elle va peut-être disparaître. Donc, quand on est investisseur, c'est peut-être trop tard d'y aller. Si une entreprise ne prend pas du tout le virage. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est trop tard. Moi, je dirais, c'est jamais trop tard. Et puis, les entreprises, il faut les regarder dans leur contexte. Il y a les entreprises, par exemple, vous prenez le secteur financier, ils ne sont pas des émetteurs de CO2 parce que leurs métiers ne sont pas des... Bon, donc on va dire, voilà, si je fais une exclusion, je n'investis plus que dans les banques et je n'investis plus dans l'industrie. C'est un peu simpliste et le résultat n'est pas celui qu'on veut. Donc, il faut les replacer dans leur environnement de compétition. Et donc, si vous dites j'accompagne les entreprises qui produisent de l'acier à se décarboniser, c'est jamais trop tard. Et il faut voir quel est le progrès technologique nécessaire. Et puis, effectivement, dans le même secteur, l'entreprise qui dit non, je ne m'intéresse pas, elle risque d'être comme le fabricant d'appareils photo pellicule qui disparaît. Mais il faut accompagner les secteurs dans leur univers comparatif. Et d'ailleurs, dans les programmes de décarbonation étatique, notamment de la France, il y a eu l'identification des plus gros pollueurs en essayant de mettre le paquet vers ces plus gros pollueurs, parce que c'est là qu'il y a des leviers aussi de progrès importants. On va lier finalement ces enjeux aux questions de rentabilité, et on va le faire grâce à Thomas Labergère qui était à votre place la semaine dernière. Le principe dans l'émission, c'est que l'invité du grand entretien pose une question à l'invité de la semaine suivante. C'est le président d'ING France. On écoute sa question. Mirella, bonjour. Je serais très intéressé de savoir un peu comment vous voyez l'évolution dans l'industrie de la gestion d'actifs, de la réconciliation entre ce qui peut paraître être des injonctions contradictoires entre le besoin de rentabilité et de profitabilité à court terme et la nécessaire réallocation du capital vers une économie bas carbone. Est-ce que c'est compatible, rentabilité à court terme et cette réallocation dont on parle depuis plusieurs minutes? Oui. Alors, si vous voulez, cette question-là, on la pose même, non pas seulement dans le cadre de la décarbonation, mais même face à une rupture technologique. Donc, le fait qu'il y ait des risques à cette transition, oui, c'est vrai, c'est inhérent. Donc, la transition, elle a quand même lieu. Le passage d'une technologie à une autre se fait toujours. Et là, les entreprises qui doivent s'adapter
à l'environnement climatique, le changement climatique, c'est obligatoire. Donc, l'intérêt, pour nous, c'est absolument pas des choses à opposer. Et le rendement, il sera là sur les entreprises qui réussissent à faire mieux cette transition. Donc, nous, notre rôle, c'est pas de leur dire, voilà, il ne faut pas investir dans ça parce que vous allez surpayer cette transition. Notre rôle, c'est de dire, dans le monde de demain, dans ce secteur, voilà ceux qui ont pris la bonne trajectoire et c'est ceux qui vont être les gagnants de demain. Et donc, si ils emportent cette transition pour leur secteur, normalement, du point de vue économique et du rendement pour le client, c'est les gagnants et donc on a réconcilié les deux mondes. Ouais. Alors, on va parler des plans de transition. Vous avez mené des travaux avec l'Institut de la finance durable sur cette notion de plan de transition. Déjà, c'est quoi un plan de transition? On parle de quoi, Mirella Lagage-Durand? Alors, il faut revenir à des choses simples. Je ne vais pas vous faire ici une définition très technique. Non. Mais ce serait trop long d'ailleurs. C'est finalement, c'est assez simple. Il y a quelques piliers fondateurs à cette analyse. D'abord, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on mesure. Donc, on se propose que les entreprises nous indiquent, voilà, je mesure mes émissions de CO2 liées à chaque entreprise, suivant son domaine d'activité, aura ses mesures. Donc déjà, on les pose sur la table. Donc, on dit ce qu'on mesure. La deuxième chose, c'est de dire, voilà, sur ces mesures-là, je me donne une trajectoire de baisser de 10% à 5 ans ou de 30% à 5 ans. Et pareil, suivant les secteurs d'activité et la nature de l'entreprise, ça ne sera pas la même trajectoire, mais on la pose sur la table. Et après, pour cette trajectoire-là, pour y arriver, il faut faire des investissements. Qu'est-ce que je mets comme moyen? Qu'est-ce que je mets comme moyen? Ça aussi, chacun va définir. Ce n'est pas les mêmes moyens d'une grande entreprise multinationale avec la PME et ETI que nous connaissons, mais on les pose sur la table, donc on les affiche. Et puis, après, c'est assez simple, on va mesurer, une fois qu'on a fait ça, est-ce que ça marche? Donc la performance de cet investissement. Est-ce que ça a marché? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et encore une fois, c'est toujours avec cette logique, si ça n'a pas marché, qu'est-ce que je fais pour que ça marche? Parce que malgré tout, il faut que je réussisse. Et puis après, le cinquième point qui est assez simple aussi à comprendre, mais qui est essentiel, c'est la gouvernance. Est-ce que j'ai établi dans mon entreprise des personnes qui sont au niveau de la gouvernance de l'entreprise responsable de cette tâche? Il faut que ce soit stratégique. Il faut que ça soit dans la stratégie de l'entreprise. C'est pas dans un coin. Le département de la communication qui fait la plaquette. Ce qui était le cas il y a quelques années. Oui, mais on a bien progressé par rapport à ça. Et vous allez pouvoir suivre ça dans la façon dont les membres du comité exécutif sont rémunérés, où ils ont des objectifs par rapport à ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vous donne une clé. Donc finalement, c'est quand même 5 piliers assez simples à comprendre sur lesquels vous pouvez décliner le business model de chaque entreprise. On va parler des données et je vais m'appuyer sur une de vos citations. La qualité des données ESG reste plus que jamais un enjeu crucial pour garantir le choix de nos investissements. Nous avons dû remplacer presque tous nos fournisseurs de données ces 2 dernières années sans pour autant disposer de données standardisées, fiables et régulières. Les données robustes, à quel point c'est un enjeu pour un secteur comme le vôtre? C'est très important parce que, comme vous voyez, aujourd'hui, les investisseurs, vous prenez n'importe quel appel d'offres institutionnel, donc les investisseurs qui cherchent quelqu'un qui place les fonds, il n'y a pas un qui ne vous exige pas des critères extra-financiers, donc ESG. Donc, pour que vous soyez en mesure d'emporter cet appel d'offres et de faire ce travail en étudiant ces paramètres, il faut que vous ayez la donnée de l'entreprise. Et c'est là où il y a une difficulté, c'est-à-dire que les entreprises, pour faire toutes ces publications, ces mesures, expliquer, analyser, c'est beaucoup d'investissement, mettre tout ça à la disposition de l'écosystème dont nous faisons partie pour pouvoir analyser, c'est des moyens importants. Donc, la donnée aujourd'hui pour que ça soit comparable et qu'on puisse dire réellement vous émettez moins de CO2 vous dans le même métier que l'autre entreprise qui fait le même métier que vous, on a besoin de ces données, donc de les collecter, qu'elles soient formatées de la même façon, qu'elles soient robustes et comparables. C'est un sujet qui n'est pas simple. Il faut savoir que la France a été parmi les premiers à avoir créé des agences de notation
dites extra-financières. J'aime pas trop ce mot-là parce que ça fait partie de... c'est un peu en dehors de la finance. Non, demain, aujourd'hui déjà et demain, ça sera la même chose. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre la souveraineté des données. Et il faut très vite se saisir de ces sujets. C'est à l'Europe de s'en saisir. Et à l'Europe de s'en saisir et faire les pas nécessaires pour que cette donnée soit formatée de façon qu'elle soit comparable, stockée et mise à disposition de l'écosystème. Pardon de vous interrompre, mais qu'est-ce qui manque? C'est-à-dire, pourquoi on est en train de perdre la souveraineté de ces données? Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple qui parle. On avait des entreprises type Vigeo qui étaient des entreprises depuis 20 ans présentes sur le marché à faire des données extra-financières. Elles ont été achetées par des acteurs anglo-saxons. Et pas que Vigeo, je donne juste un exemple, il y en a plusieurs, pratiquement toutes. Et après, pour certaines, ont été intégrées dans quelque chose qui n'est plus en Europe et on ne sait plus comment les mesures sont faites, etc. Pour d'autres, et c'est le cas de Vigeo, ils ont carrément été mis en faillite. Elle a disparu, cette entreprise. Mais il n'y a plus aujourd'hui cette souveraineté de données extra-financières en Europe. Or, on a des leviers. Il y a cette initiative ESAP, European Single Access Data Point, dans laquelle on doit tous mettre nos données financières et extra-financières. Ça serait une base de données qui pourrait être un accès public pour tout le monde. Et c'est une organisation qui pourrait répondre à retrouver notre souveraineté sur cette donnée qui est très importante. On va, alors tiens, peut-être que c'est un cliché, mais je l'assume. Les fonds ESG, ils sont supposés moins performer que les autres. Déjà, est-ce que c'est vrai? Alors, je vais vous dire, c'est vrai et c'est faux, comme pour tout autre fonds. Il y a eu une période 2020-2021. 2022 peut-être encore, où ces fonds ont largement surperformé les autres fonds. Parce que dedans, vous avez des biais. Vous avez des entreprises qui ont innové, qui ont proposé des projets. Voilà. Après, vous avez eu une autre période où ces fonds ont sous-performé parce qu'il y a eu d'autres secteurs, notamment des secteurs liés à l'énergie, qui ont beaucoup plus performé, mais qui n'étaient pas présents dans les fonds ESG. Donc, on revient à la même chose que la rupture technologique. Oui, c'est des cycles de marché. Oui, et c'est pas un principe. Enfin, c'est pas un principe. C'est pas parce que c'est un fonds ESG qui va sous-performer. Exactement. Il y a des moments où les secteurs qui vont être leaders dans cette transformation ESG vont être très porteurs, puis moins, et d'autres secteurs vont l'être. Et en fait, aujourd'hui, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut l'assimiler aux rotations sectorielles qu'on connaît depuis toujours dans l'investissement. Parce que cette idée, qui est donc une idée reçue, elle freine peut-être aussi ce dont on parlait en début d'entretien, c'est-à-dire le fléchage de cette épargne des ménages qui est gigantesque vers la transition environnementale et sociétale d'ailleurs. Et on arrive au point que je disais, c'est l'éducation financière. Et c'est ça qui est très important. Il faut qu'on investisse à faire cette éducation parce que nous, on constate que lorsqu'on explique, même aux institutionnels, je vous ai dit, c'est très clair pour eux, il n'y a pas aujourd'hui un appel d'offres en Europe, en France c'est sûr, en Europe je ne pourrais pas dire, où il n'y a pas des critères extra-financiers et vous voyez que les investisseurs institutionnels investissent à long terme, ils doivent amener le rendement, donc c'est des professionnels aussi, ils ont très bien compris ça. Mais même quand vous parlez à des clients particuliers et que vous leur expliquez ça, ils sont plutôt volontaires à mettre leur épargne dans ces secteurs. Et on le voit, que ce soit à travers l'épargne salariale, que ce soit à travers l'épargne retraite, où ils ont un horizon de temps long, où ils privilégient ces investissements. Les labels, ils jouent un rôle important. Le label ISR, dont on parlait justement au début d'émission, il est reconnu, identifié quand même par pas mal de Français? Oui. Il est reconnu, le label ISR est présent sur le marché depuis des décennies, donc il a une très bonne acceptation par le public. Et les labels, c'est bien parce que c'est un peu comme des boussoles qui vous guident dans votre choix d'investissement. Le point qui est très important pour moi et que je le constate dans la vie courante, c'est la stabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée des labels, il faut investir pour les rendre accessibles
accessibles au public, les expliquer et garder la stabilité parce que c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un, voilà, vous investissez aujourd'hui dans un fonds qui a ce label pour telle raison. Et 2 ans après, on a remanié tous les paramètres du label et donc le fonds n'est plus labellisé. Et puis, vous devez venir vers votre client pour lui dire, bah non, c'est plus labellisé, il faut prendre un autre fonds qui est labellisé différemment. Donc, je pense qu'il y a 2 sujets, éducation et stabilité, qui vont nous aider à promouvoir ces labels et à faire de cela un atout pour le Il n'y a pas trop de labels. Il y a quelques mois, il y a eu le label Finance Europe qui a été lancé. L'AFG était présente, je crois, dans cette annonce au ministère de l'économie. Pourquoi il faut rajouter un label? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors déjà, on est content qu'on a ajouté un label et pas un produit parce que ce label peut être appliqué à plein de produits financiers qui existent déjà. Nous, par exemple, on dit l'enveloppe PEA, plan d'épargne en action pour les Français, qui est une enveloppe connue depuis très longtemps, maintenant peut être labellisée parce qu'effectivement, dedans, pour avoir ce bénéfice fiscal, il faut que vous fléchez votre épargne vers des entreprises européennes. Donc, c'est tout à fait le lieu de ce label. Oui. Quelque part, pareil, si on fait la bonne explication de texte et on montre quels sont les produits que vous avez peut-être déjà que vous connaissez qui répondent, bah vous allez abonder plutôt à ces produits-là qu'à d'autres. Allez, il nous reste 4 minutes. On va terminer sur un chapitre qui est très important, la question du cadre réglementaire, de l'harmonisation européenne, avec un contexte qui est en train de changer avec la loi Omnibus. Alors, il y a 2 façons de lire ce qui se passe autour de la CSRD, du bilan extra-financier. C'est les uns disent, bah oui, il fallait une simplification, heureusement qu'elle arrive. Les autres disent, oui, mais on a retiré tellement d'entreprises du système qu'il va peser très peu finalement. Vous vous situez où entre ces 2 perceptions? Nous, on est assez constant par rapport à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire il faut entraîner tout le monde. Donc nous, on pense que c'est important de simplifier. 2000 et quelques indicateurs, c'était beaucoup trop. Et il faut partir par palier et commencer plus simple. Donc notre attitude a toujours été très pragmatique, de donner un nombre d'indicateurs assez réduit, à 140, 150 indicateurs pour les grandes entreprises et peut-être 30, 40, 50 pour les plus petites entreprises, mais embarquer tout le monde. Donc, nous, la simplification ne vient pas par l'exclusion de 80% de l'univers parce que c'est des toutes petites entreprises qui, on considère qu'elles ne sont pas capables de produire les 1000 et quelques indicateurs. Ça, c'est vrai, mais c'est plutôt d'ajuster la tâche à la force de la petite entreprise, parce que, in fine, tout le monde doit faire cette transition. Et puis, pour nous, si vous voulez, quand vous avez un mandat de gestion d'un institutionnel qui vous dit « je veux les données ESG », si les petites entreprises ne les publient plus, même si c'est que 30 ou 40, en fait, vous n'aiguillez pas les flux vers ces entreprises. Bien sûr. Donc, on a ça veut dire la question qui est contre-productive. La question du seuil, donc, du nombre de salariés pour définir les entreprises concernées par la CSRD. Là, vous pensez que la loi Omnibus va trop loin, c'est ça? Oui, en fait, ça exclut trop d'entreprises. Ça exclut trop d'entreprises, c'est-à-dire que vous avez presque 80-85% des entreprises qui sont exclues. Et encore une fois, les entreprises qui sont exclues de ce rapport ne sont pas des entreprises qui ne sont pas obligées de faire cette transition, parce que c'est une question de survie. Donc, il faut peut-être partir... Oui, parce que leurs donneurs d'ordre vont leur mettre la pression pour remplir les critères. Exactement. La grande entreprise qui a un sous-traitant de plus petite taille, elle, pour rapporter ces données, et tenant compte qu'il doit étudier toute la chaîne de valeur, elle va être obligée de demander ces données à la petite entreprise. Mais est-ce que finalement, ça ne va pas avoir lieu? Parce que les PME ou même certaines ETI, elles vont devoir le faire de toute façon pour garder leur marché. Vous voyez ce que je veux dire? Même si la directive européenne ne le rend plus obligatoire. C'est pour ça que pour nous, cette méthode de dire je crée un socle de plus petit nombre d'indicateurs pour les petites entreprises, que ce soit 150 pour les grandes et peut-être 30 ou 40 pour les plus petites. C'était une approche pragmatique et qui répondait à toute la chaîne et qui permettait, au bout de 5 ans, de voir si tout le monde est bon là-dessus, on peut ajouter tel ou tel indicateur et faire ça par progression. Mais je pense que l'écosystème a sa force et sa capacité de dialogue et qu'on va y arriver. Et comme vous dites, ça va peut-être être quelque chose sur une base volontaire et quelque part, ce volontariat est un petit peu imposé parce que vous êtes fournisseur d'un grand acteur qui, lui, a besoin de produire les données. Et puis, pour conclure sur ce thème, est-ce qu'il faut compter sur, justement, la volonté des entreprises de se comparer entre elles? Parce que c'est
aussi à ça Ouais. que la CSRD doit servir. Bien sûr, Oui. et c'est pour ça que les paramètres en absolu ne veulent pas dire grand-chose, parce que ce n'est pas la même chose de comparer une entreprise du secteur de l'acier avec une entreprise du secteur de la finance. Et c'est pour ça que ces données ont leur rôle pour regarder des écosystèmes qui sont comparables. Merci beaucoup, Mirella Lagache-Durand. C'était passionnant et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup et Innovation.